Bogdan, le chef de la station de radio Sputnik. Et maintenant, ce sont les chefs de Govorit Moskva. On a beaucoup de questions. On a demandé à notre audience de poser leurs propres questions à vous, Monsieur Lavrov. Je crois que c'est une grande image de toutes les idées qui sont populaires parmi la société. On voudrait la question en plusieurs langues parce que c'est une conférence internationale. Волнует вопрос ЖКХ и пенсий, там волнуют вопросы виз и возможности. Et c'est aussi la possibilité de poser les questions. Il y a beaucoup de questions sur l'Ukraine et Donbass, une question de Vienne et de l'Autriche qui reflète des idées des gens occidentaux qui ne croient pas à la Russie. Pourquoi est-ce que la Russie ne veut pas approuver l'existence de Novorossia? Pourquoi est-ce que nous ne l'approuvons pas et est-ce que nous allons le faire? Alors, Novorossia, c'est un terme opaque et vague. Nous croyons, nous nous basons à ce que l'Ukraine est notre voisin le plus proche. C'est un peuple frère. Nous voudrions qu'à nos frontières, les gens vivent bien, les gens que nous aimons. Pour que cela se produise, l'Ukraine doit rester unie. On ne discute même pas le sujet de la Crimée. Le président a plusieurs fois expliqué les raisons de la situation, mais quand même je fais une petite remarque. La raison principale, c'est l'incapacité des partenaires qui n'ont pas pu faire l'opposition de l'époque, remplir leurs engagements pour créer le gouvernement d'unité nationale. Les signataires de France, d'Allemagne, des ministres des Affaires étrangères n'ont rien dit quand le lendemain de la conclusion de cet accord, c'était un coup d'État. Le président Obama, qui a appelé M. Poutine à la veille, qui a voulu soutenir cet accord, qui a voulu persuader Yanukovych de ne pas utiliser l'armée, il n'a pas rappelé après parce que Poutine a demandé de persuader l'opposition de ne pas utiliser la violence et les hostilités. Voilà, c'était la situation avec la Crimée. Quand c'était le même sort aux habitants de la Crimée qu'aux gens qui étaient contre le Maïdan et le coup d'État. Mais en même temps, en ce qui concerne la Novorossia, comme nous l'appelons, l'Ukraine peut exister comme un État qui approuve tout l'ensemble des régions, des cultures. On sait l'histoire de la création de l'Ukraine. Plusieurs fois, Staline a été mentionné, les décisions qui ont été prises au cours de la période soviétique. Quand il s'agissait de passage de tel ou tel territoire russe, on veut la paix et l'ordre en Ukraine. Pour cela, on doit faire de la manière que l'Ukraine reste unie pour ne pas répéter le scénario de plusieurs pays européens qui ont cédé en nombre de leur territoire après la Grande Guerre mondiale. Alors, là, il s'agit des minorités. Il ne s'agit pas seulement des Russes. Il y a aussi des Hongrois, des Polonais, des Roumains, des Tchèques, des Slovaques. Afin de garder ce pays stable, afin qu'on a bien relation envers nous, envers l'Europe, on ne doit pas la séparer en parties. Pour cela, on doit refuser cette attitude unitaire. Cette idée est plusieurs fois mentionnée par Poroshenko, par les ministres ukrainiens. On doit refuser de l'idée de l'ukrainisation parce qu'ils même menacent en disant qu'ils veulent ukrainiser tous. Alors, pour que l'Ukraine reste unie, pour qu'il n'y ait pas de tentative de
mettre tous dans l'espace nationaliste, on a voulu conclure des accords de Minsk et comme résultat, il s'agit de décentralisation, de la réforme constitutionnelle. Ce qui concerne nos intérêts, nous voulons garder la Russie unie, neutre tout d'abord. En ce qui concerne les termes politiques et militaires, parce que si l'Ukraine est séparée, cela veut dire que les agents occidentaux, les participants d'OTAN auront des tentatives de rendre l'Ukraine anti-russe. C'est pourquoi, de nouveau je dis, l'Ukraine doit être unie pour soi. Ils doivent remplir leurs engagements en ce qui concerne la réforme constitutionnelle. En ce qui concerne notre ambassade à Kiev, c'est votre zone de responsabilité. Quand vous allez remplacer Zorabov, est-ce que c'est toujours votre zone? Zorabov est le représentant de la Russie comme tout d'autres ambassadeurs. Il a un nombre d'engagements et de tâches à accomplir. Les délais de son service sont déterminés par Poutine. Oui, bien sûr, il va aussi remplacer. Quand il s'agit de la responsabilité personnelle, l'ambassade américaine joue un rôle très important à Kiev. Ce n'est pas pareil pour une ambassade russe et personne n'en est responsable. Est-ce que je le comprends bien? Alors moi, je réponds à ce que les ambassadeurs font, comment ils accomplissent leurs tâches. Monsieur Zorabov est aussi sous ma responsabilité parce que ce sont nos tâches, les tâches du ministère des Affaires étrangères. C'est pourquoi son travail est aussi évalué par nous au cours des événements spéciaux de toutes les années. Alors moi, je voudrais mentionner la question des États-Unis. Alors, ils ont fait une chose très intéressante. Un des candidatures au poste de président des États-Unis, notamment Hillary Clinton, a comparé ce que Poutine a fait en Ukraine à ce que Hitler a fait à l'époque. Alors, comment est-ce que vous allez travailler avec ce président probable qui compare notre président à Hitler? Alors, ce n'est pas une seule opinion qui n'est pas favorable aux politiciens occidentaux. On peut mentionner plusieurs d'autres exemples, mais moi, je crois que si Hillary Clinton est élue comme la présidente des États-Unis, on va la persuader comme le leader de ce pays, c'est tout. Alors, mais est-ce que nous avons quelques intérêts au cours des élections aux États-Unis? Qui est le plus intéressant pour nous, les républicains ou les démocrates? Je crois il y a une théorie que c'est plus facile de travailler avec les républicains parce qu'ils sont plus rigides, ils sont plus faciles à prendre les décisions, parce que si les démocrates prennent les mêmes décisions, cela peut être considéré comme la faiblesse. Moi, je ne suis pas pour de telles théories. On avait de bonnes relations avec des présidents républicains ou démocrates. Le principal, c'est de créer les relations pragmatiques avec le monde extérieur sans essayer de retourner dans la rhétorique passée et sans dicter leurs décisions à tous. Alors maintenant, qui est plus intéressant pour nous? Qui est le plus pragmatique pour nous? C'est la vie qui va nous le montrer. C'est tout un processus. Alors, un monsieur de France répond: la situation autour de la crise ukrainienne et tous les pas des partenaires occidentaux, est-ce qu'ils ne persuadent la Russie qu'il ne faut pas croire aux États-Unis? Pareil de chez moi, est-ce que vous êtes dessus des actions d'Obama? Alors, tout d'abord, on a déjà fait beaucoup d'erreurs en croyant aux illusions. C'était Reagan qui a dit qu'il faut croire mais vérifier. Maintenant, c'est le temps quand il faut tout d'abord vérifier. Et quand on vérifie, on décide si on croit ou pas. Je dirais, il faut croire et vérifier. En ce qui concerne la position d'Obama, je ne voudrais pas personnifier
initié la discussion. On avait beaucoup d'espoir. On sait qu'il a eu le prix Nobel de la paix, mais après, tout après, il y avait beaucoup de guerres qui n'étaient pas logiques, des guerres qui ne répondaient pas aux intérêts de stabilité dans les régions telles qu'Afghanistan, Irak, Libye. Alors aujourd'hui, on est très préoccupé d'État islamique. On a proposé de l'inclure dans la liste des organisations terroristes proposées par le Conseil de sécurité. Mais les Américains le refusaient en disant qu'il ne s'agit pas d'une structure indépendante. Moi, je dirais que c'est presque pareil à Al-Qaïda. Alors la position des Américains peut être expliquée parce qu'ils ne veulent pas avouer que le Daesh a apparu un résultat de leurs activités en Irak, en Libye et en Syrie. C'est pourquoi ils font l'air que rien ne s'est passé. Alors, même Al-Qaïda prend ses racines des années 80, quand il s'agissait du financement des moudjahidines contre l'Union soviétique. Maintenant, les Américains font l'air que le Daesh n'a aucune relation à la politique américaine. Moi, je ne peux pas me rendre en détail personnel. J'ai participé plusieurs fois aux conversations de Barack Obama et de Vladimir Poutine. Moi, je pensais que c'est une personne, je croyais que c'était une personne qui comprend bien l'importance des relations russes-américaines. Il y avait une commission présidentielle avec 21 groupes de travail pour toute direction. Mais même sous Barack Obama, cette commission a été intéressée. Les Russes ont l'habitude que toute guerre, c'est leur guerre. Mais est-ce que nous pouvons observer la guerre des États-Unis par la fenêtre? Est-ce que nous pouvons le voir sans participer, sans la considérant la nôtre, pour qu'ils fassent le travail sale au lieu de nous? Et nous, quand on voit qu'ils sont plus faibles, on va tuer le vainqueur dans cette bataille. Alors, on voit que c'est une guerre qui n'est pas la nôtre. Tout d'abord, on n'a pas une volonté de tuer, disons, quelqu'un. C'est la stabilité que nous voulons. Nous voulons la coopération, les échanges commerciaux. La guerre contre le terroriste, ce n'est pas quelque chose d'étranger pour nous. Cette guerre doit être consécutive, elle doit se baser à la stratégie accordée de toute l'Union internationale, de toute la communauté internationale. Quand Barack Obama invite M. Abadi, Premier ministre d'Irak, à Washington, et il dit que tous ceux qui veulent aider l'Irak en bataille de terrorisme et contre le terrorisme, il a dit qu'ils doivent le faire en s'accordant avec le gouvernement d'Irak. Mais pourquoi ils ne le font pas en Syrie? En cas de Syrie, ils ne veulent pas demander l'accord du gouvernement. Les efforts des forces de tout État ne sont pas indéterminables. Si les États-Unis sont occupés avec leurs ennemis, peut-être ils se détournent de l'Ukraine. Peut-être c'est plus bénéfique pour nous. S'ils sont occupés avec les terroristes, ils sont plus faibles à l'Ukraine. Voilà, on peut envisager la situation de cet angle de vue, mais nous sommes intéressés que les Américains soient une partie de la coalition contre le terrorisme. Nous participons à cette coalition d'une manière non formelle. La structure qui a été stipulée par les Américains en Syrie et en Irak est intéressante pour nous, mais en Irak, en Syrie, on aide, on fournit des armes, mais il faut lutter contre le terrorisme sans double standard. En Irak, j'ai mentionné l'exemple d'État islamique. Voilà, mais
Yémen, les États-Unis ont soutenu la coalition arabienne qui a commencé à bombarder le territoire du pays sans se consulter avec le Conseil de sécurité, en assurant aussi toutes les données de reconnaissance, etc. Mais le résultat était tel que cette opération a été finalisée. Maintenant, ils veulent pousser en avant le processus politique. Mais en résultat des bombardements, c'était les participants d'Al-Qaïda et d'État islamique qui ont eu le plus de bénéfices. Cette manière inconséquente, nous avons observé la même situation en Libye pour liquider une seule personne et dont tout le monde en avait déjà marre. On a organisé une guerre pour soutenir les hommes de main qui sont attrapés partout dans l'Afrique du Nord, au-delà de ses limites. Sergei Viktorovich Lavrov, dans l'émission directe Moscou, Govorit Moskva, si on parle des menaces et des menaces extérieures pour la Fédération de Russie, ce qui relève de votre compétence aussi, il s'agit de trois orientations. La Chine comme puissance économique qui grandit de manière puissante aux côtés de nos frontières, disons le terrorisme du Sud, la direction du Sud, et aussi de l'autre côté, c'est les États-Unis et l'OTAN. Pourriez-vous hiérarchiser ces menaces du point de vue de la nécessité de les parer? Il y aurait surtout l'écologie et d'autres choses, mais si on parle des menaces géographiques, je ne vois pas de menaces du côté de la Chine, je ne vois pas du tout de menaces du côté de l'Orient, sauf l'une, la défense antimissile, la DAM, qui est le système global des États-Unis, qui est créé tant sur le territoire des États-Unis que sur le continent européen et aussi sur le théâtre de l'Asie du Nord et de l'Est, qui enveloppe de manière miraculeuse les frontières de la Fédération de Russie. Je ne vois aucune menace du côté de la Chine. En revanche, le partenariat russo-chinois revêt un caractère stratégique et, sans exagérer, apporte une contribution très importante pour soutenir une certaine stabilité dans les relations internationales ou bien contredit leur déstabilisation consécutive. Le flanc du Sud, c'est le terrorisme. J'en ai déjà parlé. Nous avons proposé d'organiser au sein du Conseil de sécurité de l'ONU une analyse sérieuse en y associant des experts des menaces terroristes et dans l'ensemble de la région de ANMO, c'est la courbe du Sud. Là, je suis convaincue que nous sommes obligés d'organiser une stratégie unique et que nous devons tenir et suivre en pratique pour que nous luttions notamment contre les ennemis uniques Al-Qaïda, le Daesh, et non pas définir notre position à nous du point de vue de quel côté ces bandits font la guerre, que ce soit du côté des régimes que nous voulons ou bien du côté des régimes dont nous voulons nous débarrasser. C'est là que gît le problème. Et enfin, les États-Unis et l'OTAN, l'orientation occidentale, lui, en effet, il y a peu de joie à éprouver. Nous avons eu des mécanismes très bons de contact avec l'OTAN. Je ne dirais pas que nous avons entretenu de très bonnes relations, mais il y a eu des mécanismes de coopération tant sur le plan militaire, tant du côté politique, la lutte contre le terrorisme, contre le trafic de la drogue, la formation du personnel des cadres antiterroristes pour les organisations, pour les pays différents, y compris l'Afghanistan. Le tout a été coupé net en un seul moment, momentanément. Tous les sommets et toutes les réunions interministérielles, de multiples entretiens d'entre experts ont été coupés, ont été arrêtés. Il ne reste que le Conseil de l'OTAN au niveau des ambassadeurs, dont la réunion, une seule réunion qui s'est tenue depuis la dernière année. Ils se sont réunis l'été dernier. Voilà, point, c'est tout. Et enfin, si on regarde les statistiques et la quantité des exercices militaires de l'OTAN, le nombre d'actions, d'événements qu'ils sont en train de tenir, d'organiser au bord de nos frontières, le transbordement du matériel américain dans les pays baltes et dans certains pays de l'Europe de l'Est, ont forcé la création forcée du système de la défense anti-missile, malgré le fait qu'il y a quelques années, le président Obama, quand il avait annoncé une sorte de
d'approche par phase adaptée, a dit directement que si nous avançons sur la voie du règlement du programme nucléaire iranien, alors l'adaptation se ferait en direction de la baisse qui ferait baisser le niveau de ces plans. Nous avons avancé de manière très réussie. Le président Obama s'est beaucoup félicité des accords qui devraient se traduire en vie pour devenir un accord juridique. Il disait que c'était un progrès, qu'il avait fait tout son possible pour éloigner la menace nucléaire du côté de l'Iran. Mais néanmoins, si les plans sont adaptés, que c'est en matière de l'activité dans le domaine du DAM. Est-ce que la menace du Sud ou la menace des États-Unis et de l'OTAN, qu'est-ce qui est plus dangereux? Qu'est-ce qui fait plus peur? Qu'est-ce qui est plus dangereux? Et la Chine aussi. Non, je suis convaincue que la Chine et nous-mêmes, nous agissons correctement avec la Chine. Moi, je ressens, et dans 10 ans, dans 20 ans, c'est la question. Et si aujourd'hui nous n'utilisons pas les possibilités d'approfondir notre partenariat stratégique, alors nous pouvons créer les risques, faire créer les risques dans 10 ou dans 20 ans. Si vous me donnez un stylo, je vous écrirai ici, par exemple, 100 personnes ou bien 1000 personnes, et en bas, j'écrirai qu'une seule personne. Quand est-ce que le plein va remplir le vide? La Chine ne peut pas ne pas entrer. Ça, je vous dis que je parle d'une stratagème stratégique. Donc, s'il y a le vide, alors ce qui est plein va remplir ce vide. Je vous dirai mon point de vue. À moi, la Chine et nous sommes en train de développer le partenariat stratégique. Nous le faisons de manière consécutive dans tous les domaines de l'interaction, que ce soit militaire, économique, militaro-technique, militaro-stratégique. Et cela, j'en suis convaincue, c'est la principale garantie du fait que les relations russo-chinoises soient solides et amicales. Pour remplir le vide, c'est à nous-mêmes de remplir notre vide à nous. Et je suis content que les derniers temps, l'attention est devenue encore plus soutenue pour le développement de la Sibérie de l'Est et de l'Extrême-Orient. Ce sont les régions richissimes. Il y a très peu de gens qui y vivent. Il faut faire tout son possible pour que les populations aussi arrivent, pour qu'il y ait des familles, pour qu'ils naissent, pour que les enfants naissent. J'ai déjà demandé, est-ce que nous sommes cadets, les frères cadets par rapport à la Chine? Primo, sur le plan technologique, nous utilisons les objets chinois made in China, mais au contraire, les États-Unis et la Chine en 2014 et 650 milliards. En effet, les économies ne sont pas comparables. Les volumes, ça dépend où voulez-vous voir ce rapport entre l'aîné et les cadets. De quelle technologie parlez-vous? Si l'on parle de technologie informatique, je suis convaincue que c'est made in China, mais nous avons les cerveaux qui produisent les idées qu'il faut faire traduire à l'intérieur du métal, de la céramique, de la matière plastique. Voilà ce dont nous avons besoin pour le développement de la science fondamentale. Je ne peux pas affirmer que nous sommes cadets par rapport à quelqu'un. Donc, si on parle des technologies, prenons les technologies spatiales, militaires, nucléaires, la production des armements modernes, là-dessus, nous sommes loin d'être cadets ou inférieurs nous-mêmes et les États-Unis. Je considère que le Daesh, c'est justement notre ennemi numéro 1 pour aujourd'hui, pour la simple raison parce qu'il y a des centaines des habitants de Russie, des centaines d'Européens, des centaines d'Américains font la guerre du côté du Daesh. Ainsi, il s'agit des ressortissants de la CEI qu'ils fassent la guerre partout, qu'ils ne rentrent pas chez eux. Ils sont en train de revenir, ils font la guerre et ensuite ils viennent se reposer dans leur pays d'origine et pour se distraire, ils peuvent faire des difficultés chez eux. Et pour ce qui est les États-Unis, c'est déjà un problème, sont les problèmes du niveau d'État, sont les problèmes de la construction du monde à résoudre à travers des négociations. Ce n'est pas par hasard que les États-Unis nous envoient toutes sortes de
par différents canaux officiels ou officieux de leurs préoccupations, nous font part qu'il y ait une activité militaire dangereuse. Ils nous proposent d'établir des mécanismes de coopération, d'interaction, de notification. Ce n'était pas nous qui avons fait échouer ces mécanismes, et s'ils nous les proposent, nous l'avons accepté. Je voulais rappeler à nos collègues que notre entretien avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie est diffusé non seulement dans nos chaînes d'information, mais elle est diffusée par les autres chaînes. Donc, Monsieur le ministre, vous avez dit que c'est à nous-mêmes de remplir le vide. Donc, et la question qui me préoccupe depuis plusieurs années, la question posée par nos auditeurs, quelle est la raison pour laquelle la Russie se gêne d'inviter chez eux les compatriotes, les Russes d'origine, pour une simple raison, et de leur accorder la nationalité d'après un schéma très simple. Par exemple, à l'instar de la Grèce, de l'Israël, nous avons un schéma simplifié qui ne marcherait probablement pas, donc de vivre à nos compatriotes, à ceux qui ont vécu du temps de l'URSS. Pourquoi est-ce que la Russie n'invite pas la population russe qui parle russe et qui appartiennent à la culture russe et qui reste encore? Cela intéresse beaucoup de Russes du côté de l'étranger proche, partout. Et moi, je considère qu'en 2000 et quelques, au tout début des années 2000, il y avait une décision mauvaise qui avait été prise, la pratique qui avait existé après la dissolution de l'Union soviétique, selon laquelle tout ressortissant de l'URSS pouvait automatiquement devenir ressortissant de la Fédération de Russie. Cette pratique n'a pas été parfaite, puisque cette désorganisation s'est passée de manière un peu spontanée. Les bases de données ont été perdues. Certains disaient que, comme quoi, il avait rempli toutes les formalités nécessaires et toutes les données statistiques auraient été perdues au moment où il y avait le chaos des années 90. Mais à l'époque, si je me souviens bien, que si tu résides sur le territoire de la Fédération de Russie, sur le territoire de la Fédération de Russie, tu es en train de changer son passeport, et si quelqu'un vivait dans une autre république fédérée, il a fallu entreprendre d'autres mesures, écrire une demande. C'était encore plus compliqué, mais cette procédure a été suspendue, a été arrêtée dans les années 2000, et je pense que le président, dans l'une de dans ses interventions après son élection pour l'actuel mandat, le président a dit qu'il fallait simplifier, faciliter au maximum la procédure de l'obtention de la nationalité, soit aux ex-ressortissants de l'URSS ou bien l'un des descendants de l'Empire russe. Je ne veux pas rentrer dans des procédures ministérielles, mais le travail est en cours. Et pour terminer, même les populations, les gens qui viennent de Donbass, moi par exemple, j'ai hébergé chez moi la famille de ma nounou par exemple, chez nous, qui vit chez nous. Il est impossible de se faire légaliser sur le territoire de la Fédération de Russie. Ce sont les Russes d'origine qui ont fui la guerre de Donetsk, et moi je connais moi aussi ce type de famille. Moi j'aurais pu proposer que vous me transmettiez les noms de famille. Je pourrais faire des démarches. Moi, personnellement, je m'en occupe. Il s'agit de 5 ou de 6 personnes. Mais pour le reste, pour les autres gens, il y a des solutions qui rendent, selon lesquelles il est important d'examiner dans un délai de 2 mois la demande de ceux qui viennent de la Russie. Et si ces décisions ne sont pas traduites en pratique, donc les gens considèrent que nos élites n'ont pas d'avenir historique commun
avec nous. Nous avons le même pays, mais nos enfants et nos petits-enfants vont vivre chez nous, mais les enfants et les petits-enfants de l'élite vont continuer à vivre, par exemple, à Londres. Il y avait un ministre qui tenait une réunion à 7 heures, mais à 11h15, il partait à Londres voir sa famille. Donc c'est la question qui se pose, comment pouvons-nous nationaliser les élites? Où est votre fille? Ma fille est en Russie, donc j'ai une cinquantaine de questions là-dessus. Ma fille travaille en Russie, elle est mariée en Russie, elle est mère de mon petit-fils et de ma petite-fille. Vos enfants et vos petits-enfants, nous ne pouvons pas prévoir, mais vous organisez votre vie à vous de manière à ce que vous voudriez que vos enfants et vos petits-enfants vivent en Russie. Oui, ma fille et son mari viennent de s'acheter un appartement, comme quoi ils auront encore des enfants. Est-ce que nous pouvons avancer par la suite avec les élites traîtresses? Donc, si l'on parle de la question conceptuelle, aucun peuple ne peut avancer, progresser avec l'élite traîtresse. En 1812, nos élites ont parlé français et aimaient les Français, mais c'est le même problème. Alors, mais si la langue, s'ils peuvent parler une autre langue, ce n'est pas un problème. Mais en ce qui concerne la nationalisation des élites, de quoi est-ce que vous parlez concrètement? Il s'agit des businessmen ou pas? Moi, je mentionne environ 70% des compagnies russes qui ont leurs actifs en offshore, et je parle des fonctionnaires russes qui ont leurs enfants faisant leurs études à l'étranger, qui ne viendra jamais, alors on se sent perdu. Alors, il y avait un débat concernant le mot d'élite. S'il s'agit des gens qui prennent les décisions, ce sont les fonctionnaires. Élite, ce sont les gens qui constituent la fierté de la nation. Ce sont les écrivains, les musiciens, les artistes. Nous devons être concrets. Nous avons notre constitution qui détermine les droits et les obligations de nos citoyens. Ils ont aussi le droit de choisir le lieu de résidence. Je me limite sur cela. Dites plus concrètement. Moi, je crois que ce problème n'existe pas pour moi. Moi, je suis responsable de mon morceau de travail. Moi, j'habite en Russie, je vais continuer à le faire. Moi, je passe aussi aux questions de nos écouteurs. Monsieur John Teft de Moscou a envoyé sa question en demandant que vous avez travaillé avec 4 secrétaires d'État comme ministre des Affaires étrangères. Vous avez commencé par Madeleine Albright à New York. Alors, quand c'était le plus confortable pour vous? Avec quel secrétaire d'État? Moi, je me sens à l'aise avec tous les secrétaires d'État, et je ne vois pas aucun sens de séparer ou de retrouver quelques traits personnels. Bien sûr, tout dépend de la personne. Si vous êtes à l'aise avec une personne, les problèmes que vous discutez ne sont pas trop grands. Vous arrivez toujours à retrouver une solution. Je dirais pas que je suis à l'aise avec ceux qui sont toujours d'accord avec moi, parce que je comprends que les États-Unis ont leur ligne d'activité, et ce n'est presque jamais à la ligne russe. Je suis à l'aise avec John Kerry, comme c'était avec Hillary, avec Condoleezza, avec Madeleine. Donc, je vous dévoile un petit secret. Madeleine me permettait de fumer dans sa résidence. Mais bien sûr que vous vous sentiez à l'aise. C'était un étage de l'hôtel Fastoria, et alors
À l'époque, c'était la loi, même assez libérale, mais on triche un tout petit peu. Alors, il y avait une question qui disait que M. Obama pourrait prendre part au format de Normandie s'il est invité. Moi, je n'ai pas écouté cette interview, mais quel est le contexte de cette remarque? Moi, j'ai posé la question en demandant pourquoi est-ce que le format de Normandie existe, mais les Américains n'y participent pas. Alors, la réponse était que Obama pourrait participer à ce processus s'il était invité. Alors, le format de Normandie a été initié par François Hollande, le président de France. Peut-être cette question doit être adressée à lui. Mais la Russie doit aussi avoir l'opinion. Est-ce que les Américains doivent être inclus directement au règlement ukrainien? Tous ont soutenu les accords de Minsk à y inclure le président américain. Kiev ne respecte pas ces accords. Ils disent qu'ils ne veulent aucun engagement, que Donetsk et Lugansk n'ont pas pris aucun engagement, ce qui n'est pas vrai. Et après, le gouvernement de Kiev a approuvé la loi de statut spécial qui a bouleversé tout. Alors, ma réponse c'est que si les États-Unis soutiennent la réalisation des accords de Minsk, alors eux, ils ont des possibilités, des opportunités d'influencer la partie qui ne remplit pas les obligations d'accords de Minsk, notamment la partie de Kiev. Alors, mais le document de 12 février, c'est le meilleur compromis à l'heure actuelle. Ceci est approuvé par tous. Je ne sais pas si Barack Obama avait participé à ce processus, quel serait le résultat, je ne sais pas, mais le document est bon. Ceci, c'est un format de Normandie. Il est obligatoire de le réaliser. Ici, les États-Unis peuvent jouer un rôle primordial parce qu'ils peuvent vraiment influencer Kiev. Alors, ma question est, vous avez mentionné que ce qui fait la préoccupation de plusieurs gens, c'est que la politique des États-Unis ce n'est pas seulement lié aux guerres qui ne sont pas légales d'après le droit international, mais qui sont dévastatrices pour les États-Unis même. En Russie, il y a un groupe de gens qui voient dans ces tactiques une sorte du complot, de stratégie à long terme. Pourquoi alors est-ce que les États-Unis ont dû faire la guerre en Irak, en Libye? Alors la réponse des Américains était la suivante. Il s'agit des participants du département d'État. Ils disent que c'est seulement de l'ignorance, ces opinions. Mais moi, je vais vous citer deux exemples qui m'ont bouleversée. Alors, une fois, j'ai parlé avec mon institutrice qui était mon institutrice aux États-Unis. Elle m'a demandé quand est-ce que c'était le changement de l'attitude des Russes envers les Américains. J'ai dit qu'on a changé notre avis après les bombardements en Yougoslavie. Mais elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas bombardé la Yougoslavie. Alors, elle avait 50 ans, donc c'était une femme raisonnable. Alors, c'est ce que je dis. Et ce n'était pas une histoire unique. Je dis, voilà, regardez sur Internet, elle l'a fait, elle est revenue, elle était choquée parce qu'elle ne le savait pas. Et c'est une situation typique quand on se plonge dans la situation américaine, on le comprend. C'était à New Hampshire, ce n'était pas une région lointaine. Voilà le deuxième exemple qui m'a d'autant plus bouleversée et
cette histoire m'a choquée. J'avais un déjeuner avec un représentant du département d'État. C'était un représentant qui a vécu en Union soviétique, dans les régions post-soviétiques, etc. Alors, on a discuté la guerre géorgienne. Sa femme dit, mais de quelle guerre est-ce que vous parlez? Je réponds, la guerre de 2008. Alors, cette femme ne savait rien du tout sur la guerre géorgienne. Et c'est Poutine ne croit pas que c'était la guerre. C'est pourquoi cette femme ne le croyait non plus. Mais ce que je veux dire, cette femme ignorait complètement qu'il s'agissait d'un conflit armé. Mais il y avait une résolution de Congrès dans laquelle ils disent qu'Obama tend la main d'aide à la Russie et après c'était le conflit. Alors, quelle est votre opinion? Pourquoi ces situations se produisent? Est-ce que c'est un plan ou c'est seulement l'ignorance? Alors, ce qui concerne le conflit caucasien de 2008, Poutine était Premier ministre, il était à Pékin quand la situation a commencé. Il a raconté, il s'est avancé de monsieur le président de l'Amérique, il a dit que c'était l'agression envers Tskinval. Monsieur Bush était un peu gêné en disant mais c'est mal quoi, et il est parti. Monsieur Bush est parti, oui. Bien sûr que ce n'était pas Obama, c'était George Bush, mais il y a quelques mois, en avril du même année, Monsieur Bush avec Sarkozy et Merkel, avec d'autres participants de l'OTAN, se sont rencontrés à Bucarest en approuvant le document qui disait que l'Ukraine et la Géorgie seraient membres de l'OTAN. Alors, c'est pourquoi je crois que Saakashvili est devenu un peu fou avec ce succès. Il a décidé que tout était permis à lui. Alors voilà. Peut-être c'était ça la situation, mais en ce qui concerne le plan qui est devant les situations que vous avez mentionnées, s'il s'agit de l'absence de professionnalisme ou peut-être c'est la volonté spéciale de créer la situation de chaos, alors moi, franchement, je suis plutôt pour ce que les Américains ne sont pas fous, ils ne sont pas stupides, disons. Tout ce qu'ils font raisonnablement. Ils ont des ressources qualifiées. Moi, maintenant, je crois qu'ils ne sont pas tellement forts en matière d'intellectuel, mais je suis sûre que stratégiquement, ils ne veulent pas créer une situation que des régions du monde tellement importantes seront indépendantes sans aucune participation des Américains. C'est très important pour eux qu'il y a toujours quelqu'un qui est dépendant d'eux. Cela veut dire qu'il s'agit d'un chaos gouverné. Oui, on peut dire cela, mais en ce qui concerne la crise ukrainienne, leur intention, c'est de ne nous laisser pas d'approfondir notre partenariat avec l'Union européenne et surtout de le faire reculer. J'en suis sûre que c'est le but stratégique des États-Unis. Je le dis parce que j'ai des ressources auxquelles j'ai confiance. Et après, c'est le sens de l'existence de l'OTAN qui est en question. Ils ont initié une coalition avec la participation de tous les pays de l'OTAN. Après, ils ont dû retraiter les forces de l'Afghanistan. Tout le monde en avait marre. Alors, maintenant, ils veulent avoir un nouveau prétexte pour que l'OTAN garde son rôle, garde sa cohésion, disons. En ce qui concerne les manœuvres américaines ukrainiennes, d'abord, ils disent
qu'ils s'en occupent depuis une vingtaine d'années, ce qui leur compromette maintenant parce que l'armée ukrainienne était dévastée. Il disait pareil en ce qui concerne Afghanistan, Irak, quand ils faisaient entraîner leurs armées, est-ce qu'ils avaient les résultats? Moi, je m'en souviens d'un concept qui existe depuis plusieurs années. C'était le concept d'impératrice Alexandra. Qu'est-ce que nous allons faire? On va diviser la Pologne, quoi? Les pays limitrophes viennent coucher. On va occuper le territoire du Köln jusqu'au Vladivostok. Alors oui, peut-être que c'était le concept d'impératrice Alexandra, mais maintenant ce n'est plus le cas. Je crois que le partenariat ouvert allemand-russe est nécessaire. N'est pas nécessaire pour séparer les territoires, mais pour secouer l'Union européenne, pour que cette union ait une ligne majeure basée sur leurs intérêts, pour que la politique de l'Union européenne ne soit pas contrôlée par des agents marginaux qui sont contrôlés par les participants transatlantiques. En ce qui concerne, on ne peut pas rien défendre à l'Allemagne. Ce serait une honte nationale aux Allemands. Je ne crois pas qu'ils vont assumer quelques défauts. Mais en ce qui concerne les États-Unis, ils font beaucoup de choses pour éviter le rapprochement de l'Allemagne et de la Russie. On sait le travail que les Américains font dans les capitales. On entend les messages. C'est ouvert. Une des pays de l'Europe de l'Est m'a rapporté qu'il y a des gens qui leur demandent et qui insistent de démolir les monuments de l'Union soviétique. Qui a fait écraser le Boeing. Moi, je serais reconnaissant pour l'information qui pourrait éclaircir cette tragédie. Bien sûr, il n'y a pas longtemps, on a eu l'information que des spécialistes malaisiennes ont été permis d'aller à ce territoire pour faire l'inspection. Alors, il s'agissait de l'aide de la part de représentants de la République de Donetsk. Pourquoi est-ce que tout cela s'est déroulé avec beaucoup de retard, incompréhensible, inexplicable, sous le couvert du mystère, en dépit des règles existantes au sein de l'Organisation internationale de l'aviation civile, en dépit de l'organisation qui s'est engagée à rapporter mensuellement. Nous serions les seuls à en faire des rapports. Récemment, les Hollandais ont fait publier l'information intermédiaire pour demander tous ceux qui de confirmer tous ceux qui seraient en mesure de confirmer la présence d'un arbre. Pourquoi est-ce qu'on ne démontre pas d'autres vidéos portant sur tel autre épisode, y compris celui qui a été employé à l'aéroport, qui a vu le chasseur bombardier, qui est parti avec 2 missiles et qui en est revenu avec un seul, et qui a cité le nom du pilote. Pourquoi est-ce que personne ne répond à nos questions? Où sont les données des conversations entre les aiguilleurs? Ceci a été publié dans la presse hollandaise. Non, je ne sais pas si les données des aiguilleurs ukrainiens ont été publiées. Pourquoi est-ce que nos médias ne disent rien sur les publications qui ont été effectuées dans les Pays-Bas? Donc nous allons vous les faire parvenir. Les Américains ont promis de fournir les données depuis les satellites et les données des AVAX qui ont travaillé dans la région à l'époque, mais n'ont rien fait. Je voudrais encore compléter ma question. Parfois, j'ai l'impression que la partie russe
se présentait comme porte-parole des militants, des séparatistes, et les Américains jouaient le rôle des porte-parole de Kiev. À cette occasion, est-ce que peut-être directement vous pourriez vous entendre, peut-être vous-même et Kerry, les présidents ne se téléphonent pas, ne se rencontrent pas, le niveau de la confiance serait au niveau zéro. Qu'est-ce que c'est donc le mal gît dans le fait que j'ai déjà rappelé que la veille du coup d'État, il y a eu des contacts téléphoniques entre Obama et Poutine. Obama a demandé de faire convaincre Yanukovych de ne pas faire introduire l'armée. Poutine a dit oui, que nous allions faire tout notre possible pour apaiser la situation, entretenir cet accord, quoique cet accord constituait l'acte de capitulation du président. Mais néanmoins, nous sommes y prêts. Mais pour ma part, je te demande, Barack Obama, d'influencer l'opposition et pour qu'elle n'entreprenne pas d'action de l'opposition, parce qu'il y avait les snipers, les tireurs d'élite qui étaient parsemés par-ci par-là, et Barack Obama l'a promis, et le lendemain matin, le coup d'État a déjà eu lieu, mais je me souviens qu'il y avait un coup de téléphone, mais nous sommes... Ensuite, il n'y avait plus aucun coup de téléphone. C'était un peu insensé. La même chose s'est déroulée au moment où nous sommes réunis dans le format de Genève, Kerry, Ashton, Deschitsa et Lavrov, où nous avons adopté une déclaration selon laquelle il y avait un point sur le lancement immédiat de la réforme constitutionnelle via le dialogue avec la participation de toutes les parties. Et Kerry a signé ce document. Quand je lui ai rappelé un mois après, Kerry m'a dit que oui, en effet, c'est très important, mais quand je lui parle aujourd'hui sur le coup d'État, sur la conversation avec Obama, sur la déclaration de Genève du 17 avril dernier de l'année 2014, mais Poutine et Obama ne se parlent pas, ce n'est pas de cela que je parle, mais je dis que c'est vrai qu'il est interdit de se rappeler de quelque chose qui s'est déjà révolu, mais la situation d'aujourd'hui et la fonction de ce qui s'est déroulé par le passé, puisqu'on n'a pas obligé le gouvernement de l'époque d'accomplir les accords. On a autorisé aux Ukrainiens d'organiser le gouvernement, disons, de vainqueurs. Comme Yarosh a dit que le Russe ne pensera jamais à un Ukrainien, ne pourra pas louer Bandera. C'est ce que Yarosh a dit à la fin du mois de février de 2014. Or, il ne doit pas y avoir de Russes en Crimée. Je vous dirais franchement, j'espère que le président ne m'en voudrait pas trop. Il a dit à ses partenaires, si vous avez obligé l'ex-opposition qui a tenté de faire le coup d'État, de faire revenir la situation aux conditions de l'accord du 21 février et de ne pas admettre cette russophobie militante, agressive, avec les tentatives de l'emprise des bâtiments en Crimée et dans les autres endroits, rien. Yanukovych aurait pu rester président jusqu'à la fin de l'année. C'est évident qu'il n'aurait pas remporté les élections et il n'y aurait pas de milliers de tués, il n'y aurait pas de dizaines de milliers de blessés. Nous avons toujours vendu le gaz à $168 et nous aurions pu fournir les tranches comme d'habitude. Et pourquoi tout cela a été organisé? C'est peut-être pour faire revenir la Crimée à la Russie. Donc il nous reste 2 minutes jusqu'aux actualités. Je pose la question Leila Samandarova. Elle vous pose la question et laisse son téléphone portable. Il vous demande, Sergei Viktorovich, vous avez toujours un bronzage si régulier? Donc je suis un peu bronzée de par mon origine, de mon père et de ma mère, et je mène un mode de vie
Je fume, oui, je fume très peu. On vous voit toujours en une photo avec cigarette, mais c'est une seule photo d'il y a 10 ans. Il me reste 30 secondes. Je vais continuer ma question, Sergei Viktorovitch. Est-ce qu'un entretien entre les deux présidents russes et français est en prévision? Pour le moment, je ne suis pas au courant de ces plans, mais si le président Obama est intéressé à ces contacts, je suis sûr que le président Poutine y répondra. Je vais continuer les conversations, les questions faciles. Est-ce que le président Lavrov va se positionner en 2018? Vous et Shoigu, moi j'aime beaucoup le travail que je fais. Je ferai tout mon possible dans ce poste. Il y a beaucoup de choses à faire sur le poste présidentiel. Moi, il m'est très facile de travailler avec le président Poutine. Je crois que lui aussi, mais pas tout à fait. Chez nous, en Asie, nous devons être toujours être aux aguets et d'avoir un piège. Donc, sur ce, nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes en train d'écouter l'interview du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie aux trois chaînes de la radio. Nous allons revenir à cette interview pour poser les questions compliquées, les questions faciles, donc dans 5 minutes après les actualités. Они пока впитывают в себя, впитывают. И прям там говорят, надо от этих символов избавляться, чтобы вам Европу магистральным путем двигаться. Мои говорят, ювелирно вошли, ювелирно вышли. Ну как, она на связи со станцией. А я закончил школу фотографии. Около гуманитария. Был первый лицей, сейчас была 8-я школа. Сказал, что американцы специально приняли. Вот здесь, чего там вчера нам текст специально не идут формации, не нельзя.
Я сам надеюсь. Раз, два, три, четыре, пять. Я пишу вопросы от слушателей, имитируя слушателей. Поэтому от слушателей спросить. Надо прикрываться демократией. Да? Это не ты? Второй ход твой. Окей, как скажешь, давайте все надо. Ну давайте возьмем. Ну как клевый, у него голос хороший. Мужественно. Но на английском вы звучите. Да. Хорошо. Мы продолжаем интервью с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Российской Федерации. Он сегодня дает интервью, за что ему большое спасибо, 3 главным редакторам 3 российских радиостанций по часовой стрелке. Это «Эхо Москвы», радиостанция «Спутник», телеканал Russia Today, агентство «Ратли» и радиостанция «Говорит Москва». Алексей Венедиктов, Маргарита Симонян, Сергей Доренко. Мы задаем вопросы министру. Сергей Викторович, продолжая то, о чем мы говорили в предыдущем часе, а мы говорили преимущественно о США, и, может, мы уже так немножко завершим этим вопросом, если коллеги не возражают. Блок про США. Возражаешь, Сереж, тогда не завершим. Без них-то, Господи. Когда мы говорим с американскими дипломатами, самой большой обидой они говорят о ситуации, которая сложилась со Сноуденом. Это было еще до Украины. И для них очевидно, что это для них такой вот прям позор-позор. И они это воспринимают как позор, и как пощечину, и как страшную обиду на Россию, и лично на Путина, что Россия приютила Сноудена. Как вы считаете, то, что Россия таки приютила Сноудена, это была ошибка? Это был план, спланированная какая-то история? Либо это была случайность, в результате которой Россия не могла поступить иначе? Это была абсолютная случайность, и поступить иначе мы не могли. Президент самым подробным образом на эту тему высказывался. Но, честно скажу, я удивлен, что вас до сих пор американские дипломаты беспокоят вот с этим вопросом. Потому что я за последний год, наверное, ни разу ни от Керри, ни от его сотрудников не слышал. И наше посольство тоже никто не беспокоил. Мы вместе, Леша, с тобой были на закрытом мероприятии очень высокопоставленного американского дипломата. И как только речь зашла о том, ну почему же вот так, вот вы нас так, а мы вас так, они говорят, а что, а Сноуден? Это первое. Placé. Donc, vous parlez, il s'agit de nos ressortissants, les Américains volent, kidnappent nos ressortissants en nous en dépit de l'accord qui existe entre nous, selon lequel il faut informer le pays. Nos ressortissants sont toujours kidnappés et volés, et ce cas continue pour Snowden. Donc Snowden a pris l'avion, il s'est trouvé en Russie en transit, il se rendait en Amérique latine, ça devrait être la Bolivie ou à l'Équateur, et Snowden avait dû changer de bord d'avion à Moscou. Le temps qu'il est allé à Moscou, les Américains ont fait annuler son passeport. Même nous n'avons pas eu de fondement juridique ou judiciaire pour l'accueillir. Il a demandé asile, et puisqu'il ne s'agit pas d'une situation très simple et claire, et il y a des gens au sein de l'administration qui comprennent que quelque chose ne va pas, et qu'il n'y a pas que ceux qui exigent son extradition, nombreux sont aux États-Unis qui le considèrent de héros. Ils ont même organisé un monument improvisé aux États-Unis. C'était juste le pur hasard, et quand nous avons affronté ce hasard,
face à nous, nous n'avons pas eu d'autres variantes, sauf que lui octroyer la possibilité de se trouver là où il a voulu. Donc il n'y a pas d'extradition depuis le don, comme on dit en Russie, et le président l'a dit à plusieurs reprises, comme quoi nous n'allions pas faire d'activité politique. Il s'agissait d'un geste purement humanitaire. S'il voulait partir, il peut le faire. De toute façon, nous pouvons éprouver de la fierté à cette occasion. Donc, dans le discours de nos officiels, j'entends toujours des plaintes. Nous sommes devenus le pays des plaintes. L'Ukraine, ce sont les plaintes sans vos offensés. La Libye, le Yémen, vous avez dit qu'il y a les 2 poids 2 mesures au Yémen. L'Ukraine qui ne respectait pas le protocole. Vous vous êtes plaint déjà en 1 heure contre la Syrie, l'Ukraine, la Libye. Nous sommes le pays des plaintifs de la plante. Nous sommes toujours en retrait, nous sommes toujours offensés. Parmi les succès, nous avons quoi? Snowden. Pourquoi est-ce que vous le qualifiez de plainte? Vous m'avez demandé quelle était notre attitude vis-à-vis de la situation. Je vous réponds que nos partenaires ne luttent pas correctement contre le terroriste et je vous cite les réponses, les initiatives dans le pays. Nous n'avons pas d'initiative ni au Yémen, ni en Syrie. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Nous avons eu une initiative, mais qui n'existe plus. En Libye, il n'y en avait pas. En Ukraine, il n'y en a pas. Nous disons toujours, ils ont violé, ils ont enfreint ceci, ça, et nous disons, oui, comme si c'était une nana, une dada venue du village. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Concernant la Syrie, tout d'abord, je considère que nous avons fait une contribution importante, comme quoi aujourd'hui il n'y a pas de répétition et espérons-le, il n'y en aura pas de scénario libyen. Nous n'avons pas permis d'obtenir l'accord sur l'intervention dite de force de l'extérieur. Alors l'envergure de l'intervention n'est pas celle qui aurait pu exister si la Russie et la Chine ne l'ont pas arrêté. Nous avons initié les négociations sur la Syrie, dont le 2e round vient de se terminer à Moscou, à l'issue desquelles la soi-disant plateforme de Moscou, composée de 10 points, a été adoptée. Pour la première fois, l'opposition, ou bien la large opposition, a accepté, s'est mis d'accord avec le président du gouvernement. Cela permet aujourd'hui à l'ONU, qui se trouvait dans un état plutôt somnolent concernant la Syrie depuis les 2 dernières années, l'ONU a commencé à bouger. Or, les contacts sous l'égide de l'ONU doivent commencer. Les contacts qui ont été préparés beaucoup pour nous. Concernant le Yémen, nous avons fait beaucoup pour que la situation rentre dans prenne le cap politique. Là, nous ne sommes pas solitaires là-dessus. Nous avons des partenaires qui partagent entièrement nos approches dans cette région. Or, je ne veux pas vanter nos actions sur l'Ukraine. Les accords de Minsk du mois de septembre et du mois de février, qui sont devenus les principales, c'est bien le résultat des initiatives de Poutine à l'issue de ses entretiens avec Poroshenko. Or, pour nous plaindre, nous ne parlons pas des victoires. Donc Minsk, c'est le processus qui piétine malheureusement, et nous comprenons que les Américains le font piétiner. Vous savez-vous, ils vont le faire piétiner autant qu'ils voudront, que ce soit 2 ans, que ce soit 10 ans peut-être. Je crains qu'ils ne réussiraient pas à le faire, ni 10 ni 2 années. Ils n'arriveront pas à le faire. Pourquoi? Parce que l'État ukrainien est dans un état extrêmement fragile, et le maintenir dans cet état signifie que cet état pourrait craquer. Et les Américains ne le feront pas. Je crois qu'ils le réalisent. Monsieur Lavrov, expliquez-moi en secret, est-ce 300 que nous voulons de nouveau fournir en Iran parce que ce n'était pas sous sanction, et la défense antimissile? Partout, il s'agit des systèmes de protection. Partout, le président dit, voilà, c'est le système S-300, ce qui ne fait pas dégrader les situations en région. Mais il dit le contraire pour la défense antimissile. On voit la différence logique. Nous, on n'a pas de différence logique. On a toujours une même logique. Alors,
D'abord, S-300, ce n'est pas un système d'armes qui puisse être utilisé contre des armes nucléaires, tandis que c'est le cas de la défense antimissile. S-300 est valable pour se protéger contre les systèmes de missiles non stratégiques, contre les frappes aériennes, etc. Mais la défense antimissile, c'est une chose tout à fait différente qui touche directement les opportunités de la détention nucléaire. C'est pourquoi on est tellement attentif à ce que les Américains font à ce domaine. Dans le plan politique, on explique toujours notre position. En plan pratique, on fait tout le nécessaire pour que ces défenses antimissiles ne soient pas obstacles du balance stratégique dans les régions. Expliquez s'il vous plaît la situation avec S-300. Il n'y a pas de plan de livraison, mais est-ce que ces livraisons vont changer le balance de la région? Est-ce qu'ils vont la faire dégrader? Alors, ceux qui veulent frapper l'Iran vont peut-être penser double fois avant de le faire. C'est ça le changement. Alors, c'est pourquoi ceux qui veulent frapper Iran ou Israël vont livrer des drones en Ukraine. Moi, je n'en sais rien, je crois que c'est la spéculation. En ce qui concerne S-300, la réaction de Barack Obama était assez intéressante. Il était étonné de ce moratorium que les Russes tenaient. Oui, on les a demandés. Et il a dit qu'il était étonné qu'il s'agissait de 5 ans d'attente. Hier, il dit le contraire. Il dit que les pourparlers ne sont pas corrects, etc. C'est toujours la question à qui est-ce que nous devons croire et comment est-ce que nous devrions interagir avec nos partenaires américains. C'est notre droit. On n'a rien, on n'a pas violé aucune règle. On a atteint une étape très importante dans le langage de pourparlers. Il s'agit déjà des engagements pratiques. Voilà. Ce qui se passe à Yémen nous montre des risques sérieux. On ne voudrait pas que Iran soit aussi un objet d'application d'une force illégitime. Carlos Mendoza de Mexique demande pourquoi est-ce que la Russie ne fait pas disposer des armes nucléaires dans l'Amérique latine. Est-ce que Venezuela aura une base militaire russe? Brésil, est-ce qu'il y aura une armée russe BRICS ou pas? Alors, je crois que tout le monde comprend qu'il faut éviter toutes sortes d'actions menant à la prolifération nucléaire. Même s'il s'agit de la prolifération des armes dans nouveaux États, la prolifération géographique, les Américains ont des armes tactiques au territoire de 5 pays européens. En plus, en cadre de l'OTAN, il existe un programme d'après lequel le maintien de ces armes, la formation à ces armes est réalisée surtout pour les citoyens de ces 5 États, ce qui est très préoccupant et c'est un risque pour le TNP. On croit que la sécurité de notre pays ne doit pas être assurée par le passage, la transmission de nos arsenaux quelque part. En ce qui concerne les
les forces aériennes, maritimes, les bases militaires. Donc je parle des forces non nucléaires. Alors nous sommes intéressés de ce que nos forces militaires soient capables de réaliser leurs tâches dans tous les points du globe. Il s'agit des campagnes lointaines, des vols à longue distance de nos avions. On utilise les ports, les aérodromes étrangers. On est prêt à envisager les possibilités de créer des points spéciaux ailleurs. On a livré nos avions à Venezuela. On est très intéressé que ce soit régulier quand il s'agit d'une base réelle militaire en termes, disons, américaines. Quand c'est une sorte de forteresse remplie d'armes, nous ne croyons pas que c'est nécessaire. On doit avoir une possibilité de faire en stop, de se procurer du combustible, de proposer un relax à nos soldats, etc. Alors vous avez dit que l'OTAN, compte tenu des vols de nos aviations, des lignes maritimes, etc., ils disent qu'il n'y a pas de mécanisme de raccordement. Alors c'était quoi cette situation? Quelles étaient des opinions et des perspectives? Il n'y avait pas aucune déclaration officielle. Alors, quelle est votre attitude? Cette conversation concernait surtout les vols de l'aviation, les manœuvres aux frontières de la Russie et des pays d'OTAN. Analysez, s'il vous plaît, la possibilité de l'union militaire russe-iranienne, parce que nous avons des ennemis communs. Nous avons une sorte d'union politique militaire. Il s'agit de l'OSCE. Iran est un observateur dans l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc il s'agit de la lutte commune contre les menaces communes, surtout contre le terrorisme. Il s'agit d'une structure spéciale au sein de l'ECS. C'est un mécanisme qui est dédié pour l'activité contre notre ennemi commun. Mais imaginez-vous cette union iranienne-russe. Alors, cette question est le plus populaire de nos écouteurs iraniens. Un nombre énorme pose cette question en disant qu'avant, ils pensaient que la Russie était plutôt prudente envers l'Iran. Maintenant, la Russie est favorable. La Russie nous aide, Iran, etc. Alors, l'union militaire n'est pas nécessaire à ce point, ni à nous, ni aux Iraniens. On n'a pas reçu aucune proposition de la part d'Iran. Je ne crois pas que ce serait réaliste. Je ne crois pas que cette union est nécessaire. Ministre de la Défense iranienne a proposé de créer une union inde-chinoise iranienne-russe. Ces pays sont reliés en cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Ils coopèrent en cadre de la structure antiterroriste que j'ai mentionnée. Ils peuvent interagir en cadre des manœuvres militaires régulières, antiterroristes surtout, mais aussi en cadre de manœuvres de réaction aux désastres naturels. Je crois que c'est assez. Le ministre de la Défense iranienne participait à la conférence internationale de sécurité. En ce qui concerne les relations iraniennes-russes, je crois que les citoyens d'Iran n'ont pas tort de le remarquer. Mes collègues peut-être me soutiennent. Vous parlez avec beaucoup plus de sympathie sur l'union russe-allemande.
par comparaison à l'union russe-iranienne. Il ne s'agissait pas de l'union militaire avec l'Allemagne, c'était surtout l'idée de coopération avec l'Allemagne afin d'assurer l'indépendance des activités européennes. En ce qui concerne notre rôle dans la situation iranienne, tout le monde l'assume que les accords qui existent en cadre politique qui ont été fixés à Lausanne se basent au concept proposé par nous il y a quelques années. Alors, ce concept contient quelques solutions techniques en ce qui concerne l'ampleur du nucléaire, du programme nucléaire iranien. Alors, ces solutions ont été proposées par des spécialistes russes. Ce programme se base surtout à notre coopération avec l'Iran pour le développement de leur programme d'énergie nucléaire qui n'était jamais limité par aucune sanction. C'était une sphère tout à fait légitime. Il s'agit aussi de la coopération militaire et technique. On va le faire développer. Il s'agit de S-300. Il s'agit aussi de la limitation des livraisons des armes à Iran qui seront achevées et levées. Alors, c'est vrai qu'en matière militaire, on pourra faire beaucoup de choses ensemble. Monsieur Sergei Lavrov, vous avez mentionné la non-prolifération. Mais quand il s'agit des technologies contemporaines de destruction massive, si les terroristes les possèdent ou bien les États qui soutiennent les terroristes les possèdent, est-ce que ce danger est plus grand aujourd'hui? Ce danger existe depuis longtemps et il reste actuel. J'ai travaillé à New York comme représentant de la Russie à l'ONU. On a initié une résolution du Conseil de sécurité qui a été soutenue par les États-Unis et d'autres membres permanents de l'ONU, France, Grande-Bretagne et la Chine. Cette résolution a été consacrée au développement des mesures concrètes et des pratiques au niveau national et international qui pourraient réduire les risques de la détention des terroristes de la part des terroristes de toutes les matières nucléaires et des armes de destruction massive. Il s'agissait de groupements criminels, etc. Cette résolution est devenue la base d'un réseau d'échange d'informations, d'échange d'expériences, des mécanismes valables. Et surtout, il s'agissait du développement de cette résolution. On a proposé une initiative américaine-russe pour la lutte contre des actes terroristes nucléaires. Cela veut dire que c'était le progrès des méthodes du développement d'équipements qui permettrait d'éviter les risques d'utilisation des armes nucléaires par les terroristes. À l'heure actuelle, on n'a pas détecté aucun cas d'utilisation de ces armes par terrorisme. Plusieurs fois, Obama et les Américains ont proposé la réduction consécutive des armes nucléaires. Quelle est notre position aujourd'hui? Est-ce que c'est la stagnation? Je dirais que, disons, le zéro nucléaire, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Notre but, c'est un monde pacifique et sécurisé
on doit prendre en compte de nouvelles technologies qui apparaissent à partir du moment de l'invention des armes nucléaires. Ces armements influencent la stabilité politique du monde entier. Ces armes possèdent des opportunités même plus efficaces en ce qui concerne les tâches militaires. Par exemple, les Américains maintenant travaillent sur des armes hypersoniques qui ne sont pas nucléaires mais qui sont stratégiques. Le programme s'appelle la frappe globale flèche. Il s'agit d'une frappe qui peut se réaliser partout dans le monde 1 heure après la prise de solution. Bien sûr, il s'agit d'une arme plus humaine, disons. Le scénario de Hiroshima ne se répétera pas, mais en ce qui concerne l'influence de ces armes, il sera plus efficace que l'influence des armes nucléaires. Après, il y a un problème, c'est que les États-Unis veulent disposer leurs armes dans l'espace cosmique. J'espère qu'il n'y aura pas d'armes du tout dans l'espace cosmique. Nous, avec la Chine, on a proposé un projet d'accord sur la non-disposition des armes nucléaires dans l'espace cosmique. Tout le monde a soutenu cette proposition, sauf des États-Unis. Après, c'est le système de la défense antimissile. Imaginez-vous si personne ne possède des armes nucléaires, les Américains possèdent des armes supersoniques et le système de défense antimissile. Voilà, cette formule est très dangereuse. Il y a aussi un sujet d'accord de la défense compréhensive des manœuvres nucléaires qui serait valable si tout le monde le ratifie. Obama, quand il était élu, il a permis de fermer la base de Guantanamo qu'il ne l'a pas fait. Il a voulu aussi ratifier ce traité. Mais maintenant, ils disent que c'est le Congrès qui le bloque. C'est le Congrès alors qui bloque la situation de Guantanamo et de ce traité, etc. N'oublions pas que des armes conventionnelles, on a une disbalance colossale par comparaison de l'OTAN. Et si on compare les budgets militaires, ce n'est même pas à discuter. Alors, quand il s'agit de la réduction des armes stratégiques, cette approche doit être complexe. Il doit s'agir du nucléaire, des armes dans l'espace cosmique, des armes stratégiques, etc. Il y a aussi un sujet qui a été soutenu par tous, mais pas soutenu par les États-Unis. Après-demain, ce sera l'événement consacré à 100 ans de génocide des Arméniens. Vraiment, c'est un événement énorme. Les stars d'Hollywood, les hommes politiques se rassemblent maintenant en Arménie. On a beaucoup de questions de la part d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Turquie. Je voudrais le poser à vous. Une question d'Azerbaïdjan. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la décision de Poutine d'aller à Erevan pour l'événement de 100 ans de génocide, est-ce que cela va faire dégrader les relations russes-turques? Maintenant, on voit beaucoup de mouvements qui ont été provoqués par la célébration de 100 ans de génocide. Est-ce que cela va pousser la Turquie d'assumer sa responsabilité?
C'est à eux de prendre leurs décisions. Chaque pays doit prendre la décision lui-même. Nous avons pris cette décision il y a longtemps. Quant à nous, d'après ce que je sais, les autres pays ont procédé autant. Voyez-vous, rendre hommage à la mémoire des victimes des crimes de masse ne peut pas être interprété comme motif pour gâcher les relations avec ceux comme les pays et le gouvernement, avec les pays et le gouvernement des pays sur le territoire desquels ces crimes ont eu lieu. Par exemple, vous avez l'exemple de la réconciliation en Europe après la Deuxième Guerre mondiale, la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Nous sommes pour que les relations entre l'Arménie et la Turquie soient normalisées, les relations entre Arméniens et Azerbaïdjanais. Nous avons soutenu il y a quelques années le processus initié à l'initiative d'Ankara et de Yerevan d'élaborer les documents portant sur l'ouverture des frontières, la reconnaissance mutuelle, le développement de la coopération et ainsi de suite. Or, les documents ont été signés, mais malheureusement ne sont pas entrés en vigueur puisque pour le moment, la Turquie n'a pas réussi, ne les a pas ratifiés. Donc, nous allons faire tout notre possible pour que cela ait lieu. Concernant le Nagorno-Karabakh, nous faisons tout notre possible pour trouver les solutions à cette crise très complexe et qui peut être résolue. Nous travaillons dans le cadre du groupe de Minsk, de l'OSCE, de coprésident avec les Français et les Américains. Nous collaborons, nous communiquons régulièrement avec les ministres des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Notre président discute de ce sujet avec les leaders d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Il y a la possibilité de trouver une base reconnue par tout le monde de la progression vers l'avenir et j'espère que les contacts à venir à Yerevan et ensuite il y aura une visite du ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan en mai chez nous permettront d'accélérer le processus chez nous et la question, et je voulais poser la question sur Loukachenko et le 9 mai. Il y a un an, nous avons lu dans la presse russe l'information comme quoi ce défilé de la victoire serait conjoint. Or, les troupes biélorusses participeraient aux côtés des troupes russes sur la place rouge. Donc, puisque nous avons une alliance très étroite, l'impression est que depuis l'année écoulée, la Biélorussie a décidé de ne pas se faire compromettre par une amitié très étroite avec la Russie et Loukachenko partirait chez lui pour le 9 mai. Je sais qu'il y aurait un défilé, mais il y a un an, si j'ai été bien informé, nous avons prévu de faire un défilé commun. Je sais que les unités des militaires biélorusses participeront au défilé du 9 mai. Et pourquoi le président ne serait pas venu? Or, l'administration présidentielle a émis le commentaire à ce sujet. Monsieur Loukachenko viendrait chez nous le 8 mai. Il participerait à une série d'actions prévues pour le 8 mai. Et ensuite, comme il l'a annoncé lui-même, il repartirait chez lui pour assister au défilé chez lui. Donc, les soldats biélorusses participeront autant que les soldats des autres pays participeront le 9 mai. S'agirait-il d'une absence symbolique? N'avez-vous pas la sensation comme quoi M. Loukachenko nous a changé contre le pardon de l'Europe? Non, je n'ai pas cette sensation. Moi, je voudrais vous parler sur le casus de Nadezhda Savchenko qui fait l'objet d'une enquête chez nous dans la maison d'arrêt. Tout d'abord, il y a les accords de Minsk d'échange de prisonniers, d'otages, donc d'échange de tous contre tous. Or, elle est le député de la Rada ukrainienne qui bénéficierait d'une certaine immunité. Elle est le député de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et toutes sortes d'associations internationales nous invoquent, nous exhortent à respecter ces immunités et donc il y a Madame Savchenko est accusée d'avoir perpétré un crime grave
grave d'avoir coparticipé aux actions qui ont suscité la mort, le décès des journalistes russes. Je sais que, bien sûr, l'enquête de ces crimes ne doit pas être indifférent concernant le côté juridique de l'affaire, et elle avait été arrêtée avant d'être devenue députée et de la Rada et membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ceci est déjà un fait à prendre en considération. Le deuxième fait est donc qu'il faut tenir compte, c'est l'immunité qui est octroyée et fonctionnelle. L'immunité est en vigueur quand la personne soit accomplit la fonction du député de la Rada, soit le membre de la délégation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et concernant l'échange de tous contre tous, elle n'est pas l'otage, mais elle a été arrêtée d'avoir perpétré un crime. Là, on pourrait utiliser les autres clauses des accords de Minsk et on pourrait parler de l'amnistie, mais avant de l'amnistier, il faut que le tribunal prenne la décision. Donc, si le tribunal décide qu'elle n'était pas coupable, dans ce cas-là, il n'y aura pas de question, mais si le tribunal décide qu'elle est coupable, dans ce cas-là, l'amnistie serait tout à fait possible. Et la dernière chose, les diplomates ukrainiens la fréquentent, sa sœur est venue la voir, les médecins allemands et ukrainiens lui ont rendu visite. Or, l'aspect humanitaire de la situation est pris en compte par tout le monde et que nos partenaires de l'étranger ne spéculent pas là-dessus. Concernant la juridiction étrangère, il y a la sensation qu'en quoi le Conseil de la sécurité serait devenu une organisation tout à fait impuissante. Il y a beaucoup d'affrontements entre les membres du P5, la Russie, les Américains. Or, l'impuissance totale, est-ce qu'il y a une position de la Russie concernant le changement, disons, des actions fonctionnelles du Conseil de la sécurité? S'agit-il de questions de Viagra? Là, vous évoquerez uniquement le Viagra politique. Auriez-vous dans votre poche une Viagra politique concernant le Conseil de la sécurité? Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux dont le P5 est impuissant. C'est l'affirmation de ceux qui n'aiment pas quand le veto est appliqué. Quand, par exemple, les Américains n'aiment pas faire adopter le veto sur la Palestine, et nous, avec les Chinois, n'avons pas autorisé de faire déclencher la guerre en Syrie sur la base du Conseil de sécurité. Nous nous sommes prononcés contre faire sanctionner la guerre, ayant entendu l'exemple triste de la Libye, et les Américains bloquent les résolutions appelées à faire avancer le règlement politique des relations palestino-israéliennes. Néanmoins, depuis les 2 dernières années, le Conseil de la sécurité a adopté plusieurs résolutions, beaucoup plus qu'il ne les a pas adoptées, dont la résolution très importante concernant les opérations des casques bleus en République démocratique de Congo, au Mali, à Somalie, en République centrafricaine, au Tchad. Tout ça, il s'agit des crises dont on entend très peu parler. Nous, on est plutôt centré sur l'Ukraine, mais l'Afrique, c'est un continent immense, sont les populations qui n'arrivent pas à vivre tranquillement dans leur pays d'origine et bénéficier des ressources naturelles colossales dans leur pays, puisqu'ils sont en conflit permanent les uns contre les autres. Ce serait peut-être une malédiction historique, puisque les colonisateurs ont tracé les frontières en utilisant une règle, je dirais, en divisant, en démembrant le pays, les groupes ethniques en deux ou trois groupes. Les Hutus, les Tutsis se sont trouvés dans des pays différents. Là, je crois qu'avant les colonisateurs, les populations africaines se sont querellées aussi. Mais là, après la colonisation, ils étaient même sciés entre leurs frontières géographiques. Mais au moment où le colonialisme a été arrêté, les Africains qui ont créé l'Organisation de l'Unité africaine sont convenus de ne pas toucher les frontières. Bien sûr, elle est très compliquée. Ce qui se passe
actuellement en France. Il est très difficile de le régler et le Conseil de la sécurité s'en occupe très activement. L'autre décision du Conseil de la sécurité qui ne ressemblerait pas beaucoup à une fruit de l'impuissance, donc c'est la résolution sur le désarmement chimique en Syrie. C'est le mécanisme qui a apporté ses fruits, le résultat escompté initialement, donc je ne dirais pas, je ne dénigrerai pas de manière un peu vide le Conseil de la sécurité. Le Conseil de la sécurité a été créé pour que les grandes puissances s'entendent entre eux, et s'ils n'arrivent pas à s'entendre et que quelqu'un utilise son droit de veto, or l'idée qui n'a pas marché n'est pas bonne pour entendre la concertation entre les grandes puissances, parce que ça fait partie des statuts de l'ONU, la possibilité d'utiliser le droit de veto. Il nous reste 17 minutes jusqu'aux actualités. Je rappelle à mes collègues que nous posons chacun une question, puisque nous aurions des blocs un peu complexes. Il y a beaucoup de questions qui concernent les sanctions. Je ne sais pas ce que mes collègues diraient, mais nos auditeurs posent beaucoup de questions sur les sanctions, et la majorité de ces questions, vous voudriez peut-être le savoir, on reproche à la Russie d'avoir répondu de manière très légère contre les sanctions. Quand est-ce que le McDonald's et le Coca-Cola seraient sanctionnés? Ce sont les Américains qui posent ce type de questions. Quand est-ce que les importations américaines seront interdites d'accès à la Russie? La question est la suivante. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'au mois de septembre, les sanctions soient levées contre la Russie? À vrai dire, je ne peux pas dire que je suis très préoccupé par cette question. Je suis préoccupé par le caractère global des relations, avant tout avec l'Union européenne, mais aussi avec les États-Unis d'Amérique. Nous ne sommes pas tout à fait convaincus pour rester et demeurer dans l'état de la crise. Pourquoi est-ce que je ne suis pas préoccupé par le thème des sanctions globalement? Donc, la raison principale, nous sommes tenus, malgré et en dépit de tout, de développer notre propre production, les produits hautement technologiques, les missions qui concernent, qui nous obligent à garantir la défense. Concernant les produits alimentaires, nous pouvons nous nourrir nous-mêmes. Cela ne veut pas dire du tout qu'il faut renoncer à la diversité suggérée par les importations des pays partenaires, surtout quand le commerce est équilibré, quand il s'agit des normes mutuellement respectueux. Parlons du fromage parmesan. Récemment, j'ai visité un restaurant, et dans le menu, j'ai vu les fromages à la recette française, les fromages à la recette hollandaise. J'ai demandé d'où viennent ces fromages. Et ils ont dit en France et en Allemagne. Nous l'écrivons pour ne pas faire l'objet de reproches. La Commission européenne a reproché à Gazprom avoir violé les règles de la concurrence. Est-ce que le MAE participe à la défense de Gazprom dans les pays respectés? Bien sûr, nous y participons, et nous avançons nos arguments tout à fait compréhensibles. L'argument est simple. Tous les contrats qui sont en vigueur et que Gazprom avait signés avec ses partenaires avaient été signés en stricte conformité avec le régime juridique qui avait été en vigueur à l'époque au sein de l'Union européenne. Quand l'Union européenne a reçu le troisième paquet énergétique qui exigeait de démembrer, morceler le transit et la fournir aux consommateurs, il y avait des tentatives et qui continuent de faire étendre ces exigences sur les anciens contrats. C'est absolument inadmissible, puisque nous avons l'accord de partenariat de coopération de l'année 99 qui dit que les parties s'engagent à ne pas entreprendre d'actions qui empireraient les conditions de mener le business. Et nous avons plusieurs contrats bilatéraux
avec plusieurs pays européens sur la protection des investissements qui interdisent d'empirer les conditions de mener le business. Donc il y a l'enquête de monopole, donc c'est ce que la Commission européenne a prévu il y a longtemps. Est-ce que vous croyez-vous à l'instrumentaire juridique? Vous êtes quelqu'un qui est très raisonnable, qui réalise que les règles de la politique actuelle leur essence, c'est la règle numéro 1, toutes les règles sont annulées. Est-ce que vous croyez toujours à l'instrumentaire juridique? J'ai dit que les outils juridiques existent. Dans 5 ans, donnez-moi la prévision Gazprom et l'Europe. Je crois que les accords seront obtenus. Je suis sûr que les nouveaux projets en cours de discussion, avant tout le cours turc, je ne sais pas comment il va être intitulé, répondent aux intérêts de l'Europe et nous le ressentons. Les contacts entre les représentants de la Commission européenne pour l'énergie et la Fédération de Russie sont en cours. L'adjoint du président de la Commission européenne, M. Šefčovič, chargé des questions énergétiques, en janvier dernier, lors de l'entretien avec M. Novak, ministre de l'énergie, nous a proposé de renouer le dialogue énergique. Nous sommes pour. Il faut se mettre à table et négocier. Les règles ne sont pas faites pour ne pas les changer jamais, mais les règles sont écrites pour fixer le niveau atteint d'un tel ou autre secteur. Et je suis convaincue que le 3e paquet énergétique est tout à fait valable pour faire développer de nouveaux projets, mais il ne peut pas, de manière rétrospective, impacter ceux qui avaient été créés en l'absence de ces nouvelles règles. Plusieurs représentants du gouvernement de la Russie se souviennent souvent d'Alexandre III en disant que la Russie a seulement 3 amis, 2 amis, c'est l'armée et le flotte. On ne s'en souvient pas que après ces mots, c'était Entente qui a commencé son existence. Oui, bien sûr, aujourd'hui, on a les relations mises en sommeil avec le temps, avec l'Amérique, qui est notre ami constant. Par ailleurs, l'armée et le flotte. Alors, on a les partenaires disons, légales en cadre de l'OSCE. Il y a beaucoup de question, pourquoi on n'a pas tous les mêmes idées. On est toujours très respectif aux nuances politiques de nos partenaires, mais on est toujours unis dans le principal en ce qui concerne d'assurer la sécurité des pays de l'OSCE. Et surtout, on a un nombre de mesures techniques et militaires pour créer un complexe de forces collectives afin de réagir à des menaces. Bien sûr, on a nos partenaires vraiment stratégiques. Il s'agit des membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, les pays de BRICS. Et moi, je ne veux pas maintenant dire que voilà, on a des amis, de vrais amis, etc., que quelqu'un sera notre ami s'il devient le membre de nos organisations. Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Pourquoi est-ce que la tentative de l'OSCE n'a pas pu créer le système de la sécurité unie? Parce que ce n'était pas assuré légalement. Vraiment, c'est le temps qui disait qu'il avait des garanties juridiques de la sécurité. C'est pourquoi c'était une sorte de provocation. C'était la mise des lignes de séparation, tandis qu'ils sont permis d'éliminer ces lignes après la guerre froide. On est contre la rhétorique, littéralement, ce qui n'est pas avec nous, ceci est contre nous. Non, on n'a pas plus de cette rhétorique. Il y a une opinion qu'après la crise ukrainienne, nos relations
avec nos amis ne sont pas tellement stables. Nos partenaires sont un peu énervés. On ne discute pas les pays baltes, on ne prend pas en considération leurs idées de l'agression russe, etc. Mais il y a d'autres pays qui sont nos voisins et nos amis qui sont un peu réservés envers nous aujourd'hui. S'il s'agit de la Crimée comme prétexte pour l'inquiétude, vous avez vu peut-être le film d'Andrei Kondrachov, la Crimée, le chemin à chez nous. Le président a raconté en détail toute la séquence des choses. Et après ce qu'il a compris, ce que le gouvernement ukrainien voulait faire, et surtout les garanties qui n'ont été pas remplies, et surtout les appels aux purges anti-russes en Ukraine, c'est à ce moment-là où M. Poutine a pris sa décision. Je vous rappelle, à la fin de l'année passée, Obama a donné l'interview à CNN. Il se présentait comme un homme super prévoyant. Il se comparait à Poutine. Il a personnifié sa discussion. Il disait, voilà, vous étiez sûr que M. Poutine est très sage, il a surmonté tous. Mais voilà, regardez, on a serré les vis économiques et l'économie est écrasée. L'économie russe est écrasée. C'était dont il était fier, M. Obama. Et après, il a ajouté qu'il ne croyait pas notre aptitude de voir à long terme. Il a dit que les Américains, au cours de la période avant la crise ukrainienne, étaient une sorte de broker du passage du pouvoir, tandis que Poutine improvisait avec la Crimée. C'est Freud qui a raison ici. Barack Obama a juste assumé la raison de Poutine. Tous les arguments, on les sait, mais par exemple, Nazarbayev, est-ce qu'il comprend aussi ce que Poutine dit? Je voudrais vous assurer que nos voisins nous comprennent parfaitement bien. Racontez-le à votre institutrice de New Hampshire. Alors, je crois que nous avons quand même encore un ami, c'est notre économie, pas seulement l'armée et la flotte. J'ai lu le livre de Paul Kennedy. Il dit qu'il y a des pays qui rassemblent tous autour d'eux. Mais est-ce que c'est difficile pour vous d'être le ministre des Affaires étrangères d'un pays affaibli? Moi, je n'ai jamais remarqué ce que quelqu'un avait peur d'interagir avec nous. Mais je suis d'accord avec vous que l'économie est notre ami parce que l'État doit faire tout le possible pour améliorer l'économie. Et c'est la continuation de notre conversation sur le remplissage du vide. On a beaucoup de ressources, surtout à l'orient de notre pays, qui doivent être prises en compte. Le président a dit à plusieurs reprises qu'il nous faut nous débarrasser de la dépendance de ressources naturelles. Mais je voudrais dire que le prix de la faute des pays faibles est beaucoup plus considérable. Les Américains sont toujours intacts, même après les crises. Ils peuvent être en retard, comme c'était le cas avec la Corée du Nord. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne peux pas évaluer mon travail. Personne n'est pas protégé complètement contre les fautes. Alors ici, je serai plutôt réservé. Je vais écouter les opinions de nos citoyens surtout.
Monsieur Lavrov, est-ce que le monde a besoin de gendarmes ou d'un groupe de gendarmes? On voit l'accroissement de conflits. Vous avez mentionné Rwanda, 800 000 personnes ont été tuées et personne n'a intervenu. Le Conseil de sécurité prend souvent les mesures avec un grand retard. Alors, est-ce que nous devons avoir les gendarmes? Je vous ai déjà cité des exemples des décisions du Conseil de sécurité au cours des dernières années. Un nombre énorme des opérations du maintien de la paix en Afrique, par exemple en République démocratique du Congo, il y avait un mandat spécial de la suppression des extrémistes. Il s'agit des règles spéciales, mais quand même, c'était un pas considérable. Je voudrais dire que l'attention élevée envers l'Afrique est expliquée par des leçons que nous avons tirées surtout de la tragédie rwandaise. En ce qui concerne les gendarmes, dans la charte de l'ONU, il y a le terme des forces armées de l'ONU, parce que les pères fondateurs de l'ONU croyaient qu'il faudrait créer un élément armé de l'ONU. Ils pensaient que c'était surtout les forces onusiennes, mais pas les coalitions. Voilà, les forces armées existent à Liban et dans d'autres pays du monde, mais il s'agit des forces du maintien de la paix. Il s'agit de quelques engagements qui font la base de ces forces armées. Ils n'ont pas de mandat de suppression des insurgés ou quelque chose comme ça. Alors, ce que Sergei a demandé, est-ce qu'il s'agit du maintien de la paix à l'Ukraine? Est-ce que vous voulez que l'ONU introduise les forces armées? Non, tout ce qui est proposé par Kiev semble viser à séparer le pays et même amputer des régions qui se sont proclamées indépendantes. Alors, il bloque toute initiative en cette direction, surtout en ce qui concerne Donetsk et Lugansk. Alors, les forces du maintien de la paix de l'ONU prévoient quelque chose de très physique, des voitures blindées, des camps équipés, etc. Alors, nous ne devons pas faire attention à ces idées étranges de Kiev. Nous devons surtout viser au remplissement des engagements. C'est le rôle de l'OSCE qui est le plus important. C'était surtout l'accord qui a été né après 17 heures de pourparlers. Il nous reste une minute. Une question personnelle qui tourmente plusieurs gens qui vous aiment en Russie. Plusieurs vous aiment en Russie pour votre force intérieure. C'est mon histoire préférée. Est-ce que c'est vrai que vous avez dit à M. Wiliband en demandant qui est-ce que tu es pour me donner des cours? Oui, je l'ai dit, mais j'ai cité notre collègue qui est venu à la veille de Tbilissi, c'était le 12 août 2008. Ce collègue a dit, il m'a dit bonjour, je viens de Tbilissi. Il a dit Saakashvili est fou. Tandis que Wiliband tentait de me persuader qu'il faudrait mettre un accord avec Saakashvili. Merci, notre conférence est terminée. On vous remercie.